Donc, l'atelier pratique, qu'est-ce qu'on va utiliser? En fait, on va voir comment utiliser l'item HTTP agent. Donc, je me représente comme à chaque fois, donc Steve Estivelle, je suis l'évangéliste français Zabbix, certifié formateur et partenaire Zabbix. Donc, pour ceux qui l'ont manqué, jeudi dernier, Alexei Vadichev était avec nous et il a introduit en fait le webinar que j'ai donné sur la version 5.0 de Zabbix. Donc, il m'a envoyé un autre mail, il m'a dit voilà que je peux l'inviter à nouveau si besoin. Il a bien aimé présenter et puis peut-être la prochaine fois c'est lui qui fera le speech. Donc voilà. Alors, au niveau de l'agenda, ce qu'on va voir, c'est bien entendu qu'est-ce que c'est que l'item HTTP agent, un peu de pratique, vous allez pratiquer, et puis comment du coup avoir des pistes d'optimisation pour cet item-là. Donc l'item HTTP agent existe depuis la version 4.0 de Zabbix. Donc c'est lorsque vous allez sélectionner créer un nouvel item dans la liste du type, vous allez sélectionner ici dans la liste déroulante HTTP agent et bien entendu, il nécessite que le serveur ou votre proxy soit compilé avec la librairie libcurl. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, bien faire attention à ça. Et oui, je rappelle que cet item-là, en fait, c'est le proxy ou le serveur qui est en charge de votre hôte qui va exécuter le check. Ce n'est pas l'agent qui va exécuter de son côté le check. Donc, ça s'exécute toujours côté proxy ou serveur Zabbix. Donc, si vous avez du coup votre VN Zabbix, je vous invite à on va mettre en place en fait de nouveaux items. Donc, on va aller interroger l'API Elasticsearch que j'ai mis en place dernièrement. Donc, si vous allez sur http elastic.easy-it.io, vous allez tomber du coup sur mon nœud Elasticsearch sur lequel on va interroger. Donc, je vous invite à vous connecter, voir si ça fonctionne pour tout le monde. Normalement, ça devrait bien, il ne va pas y avoir de problème. Ok, d'accord, super. Et du coup, attendez, j'ai peut-être copié, pardon, il a peut-être fallu que je copie ça. On va créer notre premier item pour aller interroger, en fait, via l'API élastique, il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut placer. Et puis, en fait, ce paramètre-là va nous permettre d'avoir le nom du cluster ID, la version, etc. Toutes les informations ici que vous avez, je les ai moi enfin, on va les interroger via Zabbix. Du coup, comment ça se passe? Alors, je suis dans Zabbix, on va aller créer du coup une nouvelle machine. Euh, Ça peut être, hop, je vais l'appeler pratique. N'oubliez pas, quand vous avez créé un nouvel hôte dans Zabbix, le hostname et le groupe sont les deux champs absolument obligatoires. Sinon, Zabbix ne pourra pas vous l'ajouter. Je vais rester sur la boucle locale puisque j'ai un seul serveur Zabbix. Hein. Donc, on va créer une nouvelle machine. Une fois que j'ai créé cette machine-là, je vais aller du coup créer un nouvel item sur mon serveur. Là, je vais lui dire, je vais interroger l'API Elastic. Elasticsearch. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien au niveau de l'écran. Je vais peut-être agrandir un peu. Ça sera mieux. La clé, c'est vous qui allez donner du coup le nom de la clé que vous allez utiliser. API-ES. Bon, moi je vais tricher, je vais faire un copier-coller ici. Je vais vous le mettre dans le chat du coup. Si vous voulez le lien directement, ça vous évitera de le taper aussi. Donc j'ai collé le lien. Je fais bien un get, le timeout à 3 secondes, normalement il ne va pas y avoir de problème. Je ne passe pas par un proxy, donc j'ai pas besoin de spécifier. Je ne fais pas d'authentification. La seule chose que j'ai changé ici, c'est lui dire je vais avoir un champ de type log. Toutes les minutes, c'est très bien. Et puis surtout, je vais rajouter une application pour classer cet item-là. Donc, une fois que c'est fait, je vais attendre au moins une minute que le cache du serveur Zabbix se mette à jour. Puis après, je ferai appel
au petit bouton Check Now. Alors, bouton Check Now, il aurait pu fonctionner maintenant, mais il faut d'abord que Zabbix ait connaissance dans la configuration de cache que j'ai cet item-là. Donc, il faut bien que j'attende au moins 1 minute avant de pouvoir cliquer. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet sur les latest data. Comme ça, on va aller voir. Oui, j'ai un peu triché. J'ai déjà une machine en place avec tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà. Alors, si je fais le petit check now, tac, j'ai cliqué. Donc, je devrais voir. Ah, il n'a pas répondu tout de suite. Voilà. Donc, ce que je vais récupérer, je peux le visualiser ici dans l'history. Voilà, j'en ai deux du coup. J'ai la même chose. Si je le coupe en deux, j'obtiens du coup la même chose, le même résultat que ce que j'ai côté API. Donc là, j'ai réussi à interroger l'API élastique avec donc le slash pretty pour avoir un certain nombre d'informations. Maintenant, j'ai réussi à faire ça. Bah, comment je peux aller chercher mes différents champs? Ce que je vais pouvoir utiliser, bah, par exemple, c'est on voit que ça remonte du JSON. Donc pourquoi pas aller utiliser un assistant pour aller lire le JSON. Donc moi j'ai utilisé jsonpass.com. Donc c'est assez pertinent comme soft. Donc il suffit que je colle mon JSON ici et après je vais lui dire par exemple je veux tiens, le cluster name par exemple, cluster underscore name, et vous voyez bien ici qu'il me sort donc le nom correct de mon cluster. Donc si je veux aller un peu plus loin, il faudrait que j'aille par exemple sur la version. Qu'est-ce que je veux faire? Le build de type. Allez, hop. Je crois que ça fonctionne, ça, voilà. Donc là, je suis descendu, vous voyez, euh, j'ai été tout à l'heure sur le cluster name, donc j'avais juste besoin de préciser $.clustername, il me remontait comme valeur Docker cluster. Là, si je vais chercher le build type, donc il faut d'abord j'aille sur version, comme c'est indenté en fait. Après, si je précise le build type, du coup, je vais dans l'arborescence et je récupère ici la version, le type d'installation qui est bien Docker. Donc c'est comme ça qu'après je pourrais récupérer les informations de compatibilité ou autres. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première mise en place, cet item-là qu'on a mis en place? Peut-être que j'étais un peu vite, vous n'avez pas eu le temps de voir. Je vous laisse revenir vers moi si tout est bon ou pas. Ok pour Sébastien. D'accord, Noxas c'est bon. Non, c'est pas Noxas, c'est Seed. Du coup, comme les pseudos sont un peu, c'est pas les mêmes que je retrouve sur le chat, mais voilà. Bah, écoutez, ça a l'air d'être bon pour la plupart. Oui, du coup, ouais, je ne zone pas, j'étais très content de le trouver, ça aide à se dépatouiller. Allez, on va continuer. Alors, du coup, si je repasse en plein écran. Donc après, à vous de voir ce que vous allez vous interroger au niveau de l'API, récupérer diverses informations. Euh, on a par exemple une autre API pour avoir un petit peu plus d'informations sur l'état de notre cluster. Donc, je vais aussi coller l'URL dans Zabbix, dans le chat, pardon. Je vais vous donner l'URL. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Voilà. Du coup, cette API va nous permettre de récupérer des informations sur le statut de notre cluster. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Donc, le nombre de nœuds data, est-ce que tous les charts sont bien présents, etc. Diverses informations. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer du coup l'item HTTP que j'ai déjà. Je fais un clone et je vais juste changer le chemin. Attention à la clé aussi. Donc là, pourquoi pas l'appeler cluster else.
Voilà, du coup, il va me récupérer. Si je l'ajoute, donc on va aller attendre un petit peu que le configuration de cache se mette à jour et puis après je lancerai. On va essayer maintenant. Alors, toujours pas. Bon, peut-être j'étais un peu trop vite. Bon, toujours pas. Ah, ça y est, c'est arrivé. Donc, qu'est-ce que je récupère ici? Ben, je l'ai dit, hein, le statut, nombre de nœuds, nombre de data nodes, les shards qui sont là à 100%, etc., etc. Donc, pour éviter d'interroger, par exemple, si je veux récupérer, ben, je veux récupérer le statut. Comment je vais faire? C'est-à-dire que je vais aller, je vais avoir mon item ici, par exemple, sur le cluster Health, et je lui dirais, voilà, je veux faire du pré-processing, je vais aller faire du JSON Pass, du coup, pour lui dire, alors si je reprends ici ce que je récupère, dans JSON Pass, comment ça va se présenter? Alors, j'ai un autre match, j'ai peut-être oublié quelque chose. Il n'aime pas trop la tête. Il n'aime pas la tête que ça. Bon, bah, écoutez, je vais aller récupérer ce qu'il y a ici. Peut-être que c'est un peu mieux formaté. On va voir. Ah non, pardon, c'est le note match parce que du coup, oui, effectivement, il ne trouve pas le. Voilà, c'était juste la syntaxe. Si je veux aller récupérer le status, du coup, voilà, avec $.status, ça me permet de récupérer la valeur status green. Donc si je lui dis JSON pass cela sorti, je lui demande d'aller récupérer le status, il va me récupérer le status. Bah, du coup, si jamais moi je veux récupérer, bah, je veux pas récupérer que le status, je veux aussi récupérer toutes les informations. Je vais éviter de créer autant d'appels d'items qui vont faire appel à l'API qu'il y a d'autant de lignes ici. En fait, ce que je vais utiliser, on va optimiser un peu notre requête. Donc, comment faire pour éviter de faire de multiples appels à l'API pour récupérer plusieurs données? Ben, en fait, je vais me servir des items dépendants et du pré-processing. Exactement, Bernard. Donc, du coup, toujours sur cette API, cette URL Cluster Health, je vais lui dire ici, alors je vais annuler du coup ce que j'étais en train de faire. Donc, l'API Cluster Health qui me ressort bien en fait l'ensemble des métriques, l'état du cluster. Je vais pouvoir lui dire ici, je vais me servir de l'assistant pour créer des items dépendants. Item dépendant, ça veut dire quoi? C'est que je vais interroger une seule fois l'API, le cluster health. Je vais récupérer tout un tas de données et ensuite, à l'aide de mon item dépendant, je vais lui dire ici, bah là, c'est le cluster status. Vous allez voir la logique derrière. Au niveau du type, vous voyez bien, il a choisi un item dépendant. Donc après, c'est à moi de mettre le nom de ma clé que je vais utiliser. C'est pas du numérique, ça va être du texte. Normalement, je devrais recevoir du texte qui dit green, donc l'application cluster status. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir lui dire justement, je vais utiliser JSON Pass et lui donner $.status qui va me permettre de récupérer green. En fait, il va se servir du résultat de l'item parent, l'API cluster health, pour alimenter ces items dépendants. Du coup, moi, j'ai juste à lui dire, tu vas me chercher dans la valeur qui t'est retournée, dans les 10 lignes à peu près qui sont retournées, ben moi, je veux juste $.status qui va me retourner les green. Et en fait, vous voyez ici que cet item dépendant n'a pas de valeur au niveau de l'intervalle ni des tendances. Donc, il est bien de type dépendant, j'ai donné l'application, parce qu'en fait, celui-ci n'a pas d'intervalle parce que c'est l'item parent, cluster health, qui est lui évalué toutes les minutes, qui va alimenter automatiquement toutes les minutes celui-ci. Donc j'ai besoin de faire un seul appel pour alimenter en fait l'item dépendant. Alors je vais peut-être, allez, on va le lancer, un petit check now, tac,
Bon, ça prend un petit peu de temps. Bah alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. C'est un peu long quand même. Bon, je pense pas avoir fait d'erreur normalement. Processing. Ah, alors attendez, j'ai quelqu'un qui m'a. Non, c'était le message d'avant. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Ah, bah alors, qu'est-ce que j'ai? Tac, tac, tac. Cluster else. Nana. Toi, ça fonctionne, Nana. Ok, merci. Du coup, pourquoi moi ça ne marche pas? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? On va vérifier, hein. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Ah, voilà. Bon, bah, écoutez, je crois qu'il a fallu un petit peu plus de temps. C'était peut-être la minute qui me semblait bien longue pour récupérer ça. Voilà. Du coup, là, j'ai récupéré le status green. Et si je veux, par exemple, récupérer le nombre de nodes, hop, je vais sélectionner ici la clé. Donc, si je mets nombre de nodes ici, tac, il va me retourner la valeur 1. Donc, je vais faire pareil. Je pourrais très bien faire un clone de mon item dépendant. Allez, on va le faire, on est un peu feignant. Number of nodes. Donc là, je vais dire quoi? Alors, je crois qu'il... Bon, il répond pas. Voilà. Number nodes. Donc là, ça va être numérique unsigned puisque je vais récupérer un entier et je vais juste changer mon JSON pass. Et là, du coup, je vais rajouter un autre item dépendant. Alors, on va en faire un troisième puisqu'on est dans la lancée. On regardera le résultat après. Tiens, par exemple, le number of data nodes. Du coup, les autres sont à 0, donc ça n'a pas grand intérêt. Je vais faire un clone de celui-ci, puisqu'il est déjà en numérique insigned, etc. Donc normalement, il est pratiquement bien formaté. J'ai juste changé ici le pré-processing. Alors, hop, attention à double cote. Et au niveau des late data, vous voyez, j'ai déjà donc le nombre de nœuds qui est remonté à 1. Donc le nombre de data nodes, ça devrait arriver par la suite, qui sera 1 aussi. Donc ça va être pas mal. Est-ce qu'il y en a de votre côté qui auraient des problèmes? Alors, j'ai un micro qui est allumé, je m'entends quelque part. Oui, c'est Yacine, tu as peut-être une question? Non? Ok, sinon c'est par le chat, comme ça évitera de mettre la grouille, si je puis dire. Alors, on va attendre. Euh, mais du coup, comment je peux aller un peu plus loin, optimiser tout ça? Parce que si vous voyez, on récupère toujours au niveau de l'item ClusterS. En fait, toutes les minutes, j'ai la base de données qui va enregistrer tout ça. Comment éviter de polluer la base de données avec des données? Bah, je ne vais pas m'en servir, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ça. Donc, comment je peux aller faire de l'optimisation? Eh ben, je vais aller du coup sur mon item parent, le cluster else. Exactement. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Et donc, je vais choisir ici, si je descends, hein, je vais lui dire au niveau de l'historique de ne pas stocker de métriques. D'accord, il n'y a pas de souci, Yacine. Ça veut dire que l'item parent ben, ne va pas stocker l'historique dans la base. Donc, si je fais un update, après, pour la bonne conscience, ce que je peux faire aussi, c'est de nettoyer l'historique. Donc, bien sûr, hop, Zabbix me montre si je suis sûr. Si je reviens ici, paf, je m'aperçois que je n'ai plus de valeur de stocker en historique pour l'item parent qui va exécuter l'appel à l'API. Ça veut dire que ces trois items-là, eux sont stockés, donc ils sont joués par intermédiaire de l'item parent toutes les minutes, et donc le résultat sera stocké. Alors, comment aller un peu plus loin? Comment aussi éviter d'avoir du stockage de consommer pour rien, si je puis dire, puisque si ces données-là ne changent pas, alors, par contre, tu ne peux faire de fail test. Alors, une petite remarque de Bernard. J'ai juste regardé.
J'ai pas compris Bernard en fait. Le test de fail s'il passe en non supporté. Ah oui, je pense que peut-être j'ai saisi, c'est que tu veux dire si l'item parent est non supporté, ça veut dire que oui, les enfants ne seront pas alimentés. D'accord, on était bien aligné, effectivement. Donc, du coup, comment euh, gagner un peu de place aussi sur les items enfants? Si par exemple je prends le cluster status, il me renvoie toujours du texte. Donc si jamais la valeur ne change pas, je vais en fait que rajouter un nouveau step de pré-processing et je vais jouer en fait avec tout ce qui est discard unchained ou alors le discard unchained avec le heartbeat. Ça veut dire qu'en fait, si je prenais cette option-là, si la valeur ne change pas, alors Zabbix ne l'enregistre pas dans la base de données. C'est intéressant, mais ça veut dire si la valeur ne change pas depuis 3 mois, je vais avoir un trou dans le graphe ou alors je ne vais pas avoir de valeur dans mon historique. C'est peut-être pas ce qui vous intéresse. C'est peut-être pas moi ce qui m'intéresse ici. Donc je vais lui dire, je vais jouer le orbit. Donc par exemple, pour status green, ben, je vais lui dire, voilà, tu interroges toutes les minutes, mais tu écris seulement la valeur. Si elle ne change pas, ben, toutes les 15 minutes dans la base. Ça veut dire comme ça, je peux au moins euh, vérifier que j'ai une valeur qui va s'afficher green dans la base. Intéressant aussi, c'est parce que si jamais vous connectez à un Grafana sur Zabbix, si dans le time picker vous lui dites ben, affiche-moi les informations d'il y a une heure, si vous êtes en discard unchanged seulement, va falloir remonter plus loin pour avoir une valeur côté Grafana. Donc avec leur bit, ça vous donne la possibilité d'avoir une valeur qui est stockée pour avoir le statut définitif de votre item. Sinon, en fait, Grafana, vous ne l'afficherez pas. Donc celui-ci, par exemple, je vais lui dire toutes les 15 minutes et puis on va faire un test sur les autres. Les autres, je vais leur dire aussi. Donc je fais toujours le heartbeat. Je vais en mettre un à 10 minutes et un autre, le dernier, je vais lui mettre à 5 minutes. Après, je ne suis pas obligé de dire je vais faire du discard change. Après, ça, c'est juste vraiment, voilà. Vous savez que vous avez des données, par exemple, vous faites un test de port, c'est toujours 0,1. Vous faites de la jumping, c'est toujours 0,1. Vous avez en fait un item qui va remonter des données 0,1 ou alors pratiquement toujours la même chose. Mettez du pré-processing, comme ça va vous permettre de gagner un peu en stockage au niveau de la base et avec le heartbeat, d'avoir toujours une valeur. Après, c'est des petites choses qui vont permettre d'alléger la base de données. Mais si vous faites du ping, ou test de service sur 2000, 3000 serveurs et puis vous voulez l'interroger toutes les minutes, bah, ça évite de stocker des datas toutes les minutes pour rien en fait, si ça change jamais. Alors, maintenant que je l'ai fait, on va aller voir par la suite. Il faudra en fait laisser un petit peu tourner, mais j'avais déjà préparé moi de mon côté ce qu'il faut. En fait, vous voyez, voilà, là j'ai une courbe qui est affichée avec les heartbeats. Donc si vous voyez, il y a des petits points rouges ou points verts. En fait, j'ai superposé les deux items. Donc j'en ai un tous les quarts d'heure et un autre toutes les 10 minutes. Donc c'est pour ça que vous avez une différence. Et puis ils se rejoignent au niveau de trois interrogations. Donc voilà, au niveau du graphe, ça vous donne des points un peu parsemés, mais si jamais je remonte un peu plus loin, par exemple, là je suis sur les 6 heures, en fait j'ai vraiment une courbe qui suit. Donc si je vais au détail, oui forcément je vais avoir des points qui sont remontés, mais dès lors que je dézoome un petit peu, donc je vais avoir ma courbe qui est complétée automatiquement par Zabbix. Donc voilà un petit peu comment optimiser, se servir de l'item HTTP. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose. Parce qu'en fait, il est plutôt sympa cet item-là. Donc ça vous permet d'interroger tout type d'API, de pouvoir aussi faire du post, de pouvoir en donner, envoyer de la donnée, hein. Donc on aurait pu très bien dire à Zabbix, écris dans Elastic un certain nombre d'informations, ou alors ça vous permet de piloter sur des équipements où vous allez pouvoir faire du post, faire des updates ou autre, hein, puisque si je retourne sur l'item, je peux ici dans la méthode, dans le type de request, faire du post, du put, etc. Alors,
J'ai Sébastien qui est en train de me dire oui, qu'on pouvait garder deux latest data dans le même graphe. En fait, j'ai utilisé la fonctionnalité du graphe en mode stack. C'est pour ça que du coup, on a les deux courbes séparées. Voilà. C'est grâce à cette fonctionnalité. Comme ça me permettait de pouvoir vous montrer les différents points. Si je n'avais pas utilisé le mode stack, j'avais mis le mode normal, en fait, les points, ils auraient été l'un sur l'autre. Donc, on n'aurait pas bien vu cette différenciation. Donc, c'est pour ça que du coup, voilà. Mais c'est le mode de stack des latest data qui permettent ce genre de choses. Du coup, j'ai perdu où j'en étais. Voilà, on peut envoyer des données ou récupérer de la donnée grâce à l'item HTTP agent et j'avoue que c'est assez pratique. On peut même interroger du coup du XML hein, pour récupérer les informations ici en XML avec les posts et autres. Alors attention, j'ai eu moi la problématique récemment lorsque vous avez un XML qui est un peu formaté à une sauce un peu bizarre, c'est du XMLNS. En fait, Zabbix, avec le pré-processing, n'est pas capable de le parser. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Donc, le XMLNS, c'est qu'il y a une balise spéciale qui dit, voilà, moi, je suis en XMLNS. En fait, si vous arrivez à supprimer cette balise-là, ce sera un XML normal. Hein, donc, Zabbix, avec le pré-processing, vous allez pouvoir extraire des informations normalement depuis l'API. Euh, Écoutez, normalement, je n'avais rien d'autre à dire là-dessus. Donc, si c'est toujours pas fait, je vous invite à rejoindre la communauté francophone Zabbix sur le Discord. On est assez nombreux, on est pas mal. J'ai une petite mention spéciale pour un membre qui est là aujourd'hui en vidéo, c'est Thomas Lionel. Donc Thomas, merci, qui contribue aussi à cet effort-là. Donc Thomas est un partenaire belge qui m'aide à pousser en Belgique. Donc si jamais vous êtes de ce coin-là et vous avez besoin de Presta ou même de training, en fait, ils ont un organisme de formation sur du DevOps, du réseau, ITIL et autres. Et Zabbix prochainement. Donc, n'hésitez pas à me faire signe, je vous mettrai en relation avec Thomas. Le forum en français qui push, il bouge pas trop ces derniers temps. J'ai répondu à quelques questions, donc je suis présent aussi sur le forum en français. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez être au courant des derniers mails et des events que j'organise. Donc, cette page-là est actualisée à chaque fois avec le nouveau contenu que je poste. Donc, la planification. Donc, le mardi et le jeudi, je vais essayer de rester donc, sur ce même horaire, 16 heures, puisqu'il y a aussi des amis canadiens et autres qui assistent. Comme ça, c'est pas trop tard ni trop tôt. Vendredi prochain, j'animerai pour la communauté sud-américaine un webinar. Donc, je suis invité par la grosse communauté Zabbix du Brésil à faire un petit webinar. Donc, ce sera en live sur YouTube. J'hésiterai pas à vous donner le lien. Donc, je pense que je vais préparer un talk sur l'autorémédiation avec Zabbix ou avec AntiBaladouleX. Donc, c'est un sujet aussi qui est attendu ici en français. Donc, ça me permettra de le préparer pour le Brésil et puis je le ferai aussi en français prochainement. Mais je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, je vous invite à les écrire dans le chat. Normalement, jeudi, j'ai déjà oublié de quoi on allait parler. Je reviendrai dessus, mais voilà. Sinon, je vous donne rendez-vous jeudi à 16 heures. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Si ton item master passe en non supporté. En fait, oui, on pourrait mettre le no data sur les items dépendants, effectivement. Donc, attention à no data, si vous utilisez le discard and change avec leur bit, il ne faudrait pas que la valeur du no data soit inférieure au heartbeat. Sinon, effectivement, ça va sonner tout le temps. Merci Yacine pour jeudi. Effectivement, j'ai parlé d'agentless avec Zabbix. Donc, on verra toutes les formes possibles d'agentless qu'il est possible de réaliser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vous enverrai les slides et puis la vidéo sera publiée sur YouTube aussi pour ceux qui n'ont pas pu le suivre.
Si vous avez des sujets à évoquer, vous voulez proposer vous-même quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me contacter sur le Discord ou autre. Vous pouvez toujours me retrouver de toute façon. Et on fera ça avec plaisir. Donc, pas de questions. Eh bien, écoutez, j'ai coupé du coup. Merci à vous et à très bientôt.